C'était le 45e anniversaire de ma fille Rebecca, et j'étais arrivée tôt chez elle avec le gâteau que j'avais commandé, spécialement dans sa boulangerie préférée. Il avait coûté 200 $, mais pour mon enfant unique, rien n'était trop cher. J'ai frappé à la porte en souriant, m'attendant à voir son visage s'illuminer comme lorsqu'elle était une petite fille. Mais quand elle a ouvert, son expression n'était que pure irritation. « Oh, c'est toi !» a-t-elle marmonné sans même me regarder dans les yeux. Joyeux anniversaire, mon amour, ai-je dit en lui tendant le gâteau, les bougies déjà en place. J'ai pris ton chocolat préféré avec des fraises, comme quand tu étais enfant. Rebecca a poussé un profond soupir, comme si mes cadeaux étaient un fardeau insupportable. Maman, il faut qu'on parle, a-t-elle dit d'un ton sec, me laissant entrer sans même un merci pour le gâteau. Nous nous sommes assises dans le salon de sa magnifique maison, une maison que j'avais entièrement financée lorsqu'elle et David s'étaient mariés. C'était 50 000 $ que j'avais retirés de mes économies de toute une vie, de l'argent que j'avais mis de côté sou par sou en faisant des doubles gardes comme infirmière pendant 40 ans. Tu sais, maman, a commencé Rebecca de cette voix froide qu'elle avait développée ces dernières années. J'ai beaucoup réfléchi à mon anniversaire, aux cadeaux et à ce qui me rendrait vraiment heureuse. J'ai hoché la tête avec enthousiasme. Bien sûr, mon amour, dis-moi ce que tu veux et je te l'offrirai. Un voyage, des bijoux, peut-être cette nouvelle voiture dont tu m'as parlé. Rebecca m'a fixé droit dans les yeux et ce que j'y ai vu m'a glacé jusqu'aux os. Du mépris pur. La seule chose que j'aimerais le plus comme cadeau d'anniversaire, a-t-elle dit lentement, savourant chaque mot, c'est que tu meurs. Le monde s'est arrêté. J'ai littéralement eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur de la poitrine. Ces mots résonnèrent dans mes oreilles comme une boucle sans fin. Ma fille, ma propre fille, avait souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ai-je réussi à chuchoter, sentant les larmes monter? Tu m'as entendu, a-t-elle continué avec une froideur qui me tranchait comme des couteaux. J'en ai marre de toi, maman. Marre de tes appels constants, de tes visites à l'improviste, de toi toujours là à me déranger. Ma vie serait tellement plus simple et plus heureuse si tu disparaissais. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable. 72 ans de vie, 45 ans à être sa mère, et je n'avais jamais, jamais pensé entendre ces mots sortir de sa bouche. Rebecca, ai-je réussi à dire entre deux sanglots. Je suis ta mère, je t'ai tout donné, j'ai tout sacrifié pour toi. Exactement, m'a-t-elle coupé, se levant du canapé. Et c'est pour ça que tu m'étouffes. Je ne peux pas respirer avec ta présence constante. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin que tu me laisses vivre ma vie sans tes drames et sans tes besoins émotionnels. Le gâteau à 200 $ était toujours dans mes mains, les bougies commençant à fondre. Tout ce dont j'avais rêvé pour ce jour-là, des embrassades, des rires, peut-être un dîner en famille, s'est volatilisé comme de la fumée. Mais chérie, ai-je tenté une dernière fois? Je veux juste être proche de toi, faire partie de ta vie. Tu es tout ce que j'ai. Et c'est exactement le problème, a-t-elle répondu en croisant les bras. Le fait que je sois tout ce que tu es. Va te trouver une vie et laisse-moi tranquille. Je me suis levée du canapé, les jambes tremblantes, portant ce gâteau qui ressemblait maintenant à une moquerie. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça, ai-je murmuré. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as fait? A-t-elle ricané avec sarcasme. Maman, tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour ton propre bénéfice. Pour te sentir nécessaire, pour contrôler ma vie. Mais je ne suis plus une petite fille. Je me suis dirigée vers la porte, ayant l'impression que chaque pas me coûtait des années de vie. Arrivée sur le seuil, je me suis retournée une dernière fois, espérant voir du regret dans ses yeux, un signe de la petite fille douce qu'elle avait été. Mais je n'ai vu que de l'impatience. L'impatience que je parte pour qu'elle puisse enfin fêter son anniversaire sans la nuisance que je représentais. Joyeux anniversaire, Rebecca, ai-je murmuré, et je suis sortie de cette maison en refermant la porte derrière moi. Je ne savais pas, à cet instant, que ce serait la dernière fois que j'entrerais dans cette maison en tant que mère qui avait tout sacrifié. Car ce que ma fille ne savait pas, c'est qu'elle venait de réveiller quelque chose en moi qui était resté endormi pendant des décennies.
Je suis arrivée dans mon petit appartement, les jambes tremblantes et le cœur brisé. Le gâteau à 200 $ a fini à la poubelle. Les bougies fondues reflétèrent les larmes qui n'arrêtèrent pas de couler. Je me suis assise sur mon vieux canapé, le même canapé où j'avais allaité Rebecca bébé, où je lui avais lu des histoires pendant des années, où j'avais pleuré de joie chaque fois qu'elle m'appelait maman. Comment en étais-je arrivée là? Comment mon propre enfant, celui que j'avais porté 9 mois dans mon ventre, pouvait-il souhaiter ma mort avec une telle froideur? J'ai commencé à me souvenir de tout, absolument tout ce que j'avais fait pour elle ces 45 dernières années. Quand elle avait 3 ans et avait attrapé une pneumonie, j'avais travaillé en triple service à l'hôpital pour payer ses médicaments. C'était 1 200 $ d'antibiotiques que mon assurance ne couvrait pas. De l'argent obtenu en vendant les bijoux de ma mère défunte. Quand elle a eu 16 ans et qu'elle voulait aller au bal de promo, j'ai travaillé tous les week-ends pendant 4 mois pour lui acheter cette robe rose à 800 $. Je me souviens de ses yeux qui pétillaient quand elle l'a essayée. Merci maman, tu es la meilleure au monde, avait-elle dit en me serrant fort. À l'université, quand elle a changé de filière pour la 3e fois, j'ai payé chaque semestre sans me plaindre une seule fois. 42 000 $ au total, de l'argent que j'ai obtenu en contractant une seconde hypothèque sur ma maison. Ne t'inquiète pas, chérie, lui disais-je chaque fois qu'elle m'appelait en pleurant. Ton éducation est c'est la chose la plus importante. Quand elle ama épouser David, j'ai organisé et payé tout le mariage, 35 000 $ pour qu'elle ait le mariage de ses rêves. La salle de bal la plus élégante de la ville, les plus belles fleurs, le menu, elle choisissait sans se soucier du prix. Je veux que ma princesse ait tout, lui ai-je dit en signant chèque après chèque. Et puis il y a eu la maison, cette même maison où elle venait de m'humilier. Quand Rebecca et David ont décidé d'acheter leur première propriété, je n'ai pas hésité une seconde. Ne vous inquiétez pas pour l'apport, leur ai-je dit. Je m'en occupe. C'était 150 000 $ pris sur mes économies, l'argent que j'avais mis de côté pour ma retraite. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand les jumeaux sont nés il y a 5 ans, je suis devenue la baby-sitter gratuite. Chaque soir où Rebecca voulait sortir avec David, chaque fois qu'ils avaient des plans et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour garder les enfants, j'étais là, sans demander un centime, heureuse d'aider ma fille à avoir la vie dont elle avait toujours rêvé. Quand David a perdu son travail l'an dernier, qui a payé l'hypothèque pendant 8 mois? Moi. 16 000 $ pris sur ma pension. De l'argent qui signifiait manger du riz et des haricots pendant des semaines pour étirer mon revenu. Et quand les jumeaux ont eu besoin d'un appareil dentaire, encore 4 000 $ que j'ai couverts sans hésiter. Ne vous inquiétez pas, leur ai-je dit en voyant leur visage affolé. C'est à ça que servent les grands-parents. Je me suis levée du canapé et je suis allée à mon bureau où je gardais tous les reçus, toutes les preuves de chaque centime dépensé pour ma fille et sa famille. Des boîtes et des boîtes de documents que je conservais, non par méfiance, mais parce que j'étais fière de me rappeler tout ce que j'avais pu faire pour eux. J'ai commencé à faire les comptes, élever Rebecca de la naissance jusqu'à son autonomie, environ 200 000 $. L'université, 42 000. Le mariage, 35 000. L'apport pour la maison, 150 000. Les mensualités d'hypothèque quand David était au chômage, 16 000. L'appareil dentaire des jumeaux, 4 000. Les cadeaux d'anniversaire et de Noël au fil des années, au moins 10 000 de plus. Le total était dévastateur. Plus de 460 000 $, presque un demi-million investi dans le bonheur de ma fille. Et tout ça pour entendre que son plus grand désir était que je meure. Des larmes tombaient sur les papiers pendant que j'additionnais et soustrayais. Si j'avais placé cet argent sur un compte d'épargne avec des intérêts composés, aujourd'hui j'aurais plus de 600 000 $. Je pourrais vivre dans une jolie maison, voyager à travers le monde, profiter d'une retraite confortable au lieu de compter chaque sou dans ce minuscule appartement. Mais non, j'avais choisi d'investir dans l'amour. J'avais choisi de croire que l'argent dépensé pour ma fille était bien dépensé, que chaque sacrifice en valait la peine parce qu'au final, j'aurais une fille qui m'aimerait et qui prendrait soin de moi dans ma vieillesse. Quelle folie j'avais été! J'ai pris le téléphone et composé le numéro de Rebecca. J'avais besoin d'entendre sa voix une fois de plus.
J'avais besoin de confirmer qu'elle avait réellement prononcé ces mots atroces. Qu'est-ce que tu veux encore, maman? A-t-elle répondu avec agacement après la 5e sonnerie. Rebecca, j'ai besoin de savoir si tu le pensais vraiment quand tu m'as dit ça aujourd'hui. Ai-je demandé d'une voix tremblante. Bien sûr que je le pensais. A-t-elle répondu sans la moindre trace de remords. Maman, il est temps que tu comprennes que j'ai besoin d'espace. Ton obsession pour moi n'est pas saine. Obsession, ai-je répété, incrédule. Tu appelles l'amour d'une mère une obsession. Oui, exactement. Et j'espère qu'après aujourd'hui, tu auras enfin compris le message. J'ai besoin que tu respectes mes limites et que tu me laisses vivre ma vie. J'ai raccroché sans dire au revoir. Il n'y avait pas de malentendu. Ma fille croyait vraiment que mon amour était un fardeau, que ma présence dans sa vie était un problème qu'elle devait résoudre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée à fixer le plafond, me rappelant chaque beau moment que nous avions partagé. Chaque câlin, chaque «je t'aime, maman» sorti de ses lèvres. Était-ce un mensonge, ou avais-je simplement élevé une fille devenue si égoïste qu'elle ne voyait plus au-delà de ses propres besoins? À 3 heures du matin, quelque chose a changé en moi. La tristesse a commencé à se transformer en autre chose, en colère, en indignation, en compréhension limpide du fait que j'avais été utilisée, manipulée, puis jetée comme un mouchoir usagé. Ma fille voulait que je meure. Eh bien peut-être était-il temps de lui donner exactement ce qu'elle demandait. Le lendemain, je me suis réveillée avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. La tristesse avait laissé place à quelque chose de plus puissant, la détermination. Si ma fille voulait que je disparaisse de sa vie, je le ferais, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Je me suis habillée avec mes plus beaux vêtements et je suis sortie avec un but précis. Première étape, la banque où j'avais un compte joint avec Rebecca pour les dépenses d'urgence liées à sa maison. Ce compte, je l'avais ouvert au cas où et j'y avais déposé 20 000 $ pour tout imprévu. Bonjour, Madame Johnson, m'a salué le directeur, Monsieur Martinez, qui me connaissait depuis des années. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je veux fermer le compte joint numéro 41587 de Yuri Veillon. Ai-je dit avec un sourire qui l'a pris pour de la gentillesse, mais qui, en réalité, était de la pure vengeance. Vous êtes sûr? Ce compte a un solde conséquent de 20 000 $, m'a-t-il prévenu en regardant son écran. Tout à fait sûr, je veux transférer la totalité de cet argent sur mon compte personnel. Ai-je répondu en signant les documents d'une main stable. Voir ces 20 000 $ revenir sur mon compte personnel m'a procuré une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était que le début. Deuxième étape, le service des prêts immobiliers. Pendant l'année passée, quand David était au chômage, j'avais co-signé leur hypothèque. Cela signifiait que s'il ne pouvait pas payer, la responsabilité retombait sur moi. Mais cela signifiait aussi que j'avais des droits sur cette propriété. Madame Johnson, m'a salué l'agente de crédit, Madame Williams. Qu'est-ce qui vous amène? Je veux examiner le contrat hypothécaire où je figure en tant que co-signataire, ai-je expliqué. Je dois comprendre exactement quels sont mes droits et mes obligations. Pendant qu'elle cherchait les documents, je me suis souvenu du jour où j'avais signé ces papiers. Rebecca avait pleuré d'émotion. Merci, maman. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Tu es notre sauveuse, avait-elle dit en me serrant fort. David aussi m'avait remercié, me promettant qu'il n'aurait jamais de retard de paiement. Voici les documents, a dit Madame Williams en posant un dossier épais devant moi. En tant que co-signataire, vous êtes responsable des paiements si les titulaires principaux ne peuvent pas les effectuer. Mais vous avez aussi le droit de réclamer le bien si vous pensez que les débiteurs ne seront pas en mesure de respecter leurs obligations. Exactement, ai-je complété en examinant soigneusement les papiers. Y a-t-il un problème avec les paiements? A-t-elle demandé avec une inquiétude professionnelle. J'évalue la situation, ai-je répondu en glissant une copie de tous les documents dans mon sac. Que devrais-je faire si je décidais d'exercer mes droits en tant que co-signataire? Vous devriez démontrer qu'il existe un risque de défaut ou qu'il y a déjà eu des retards significatifs. Dans votre cas,
Je vois que vous avez couvert 8 mois de paiement l'année dernière, ce qui constitue déjà une preuve suffisante que les titulaires principaux manquent de stabilité financière. Parfait. David avait reperdu son emploi la semaine précédente, une information que Rebecca m'avait donnée sans réfléchir aux implications. Elle pensait demander de l'aide indirectement, mais elle me donnait en réalité des armes pour ma vengeance. Je suis sortie de ce bureau avec un sourire. Ma chère fille n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Troisième étape, mon avocat personnel, Mi-Anel Adams, un homme de 70 ans, ami de mon défunt mari. Il connaissait toute ma situation familiale et avait été témoin de mes sacrifices pour Rebecca pendant des décennies. Julietta, m'a-t-il salué chaleureusement. Qu'est-ce qui t'amène à mon cabinet? Ce n'est pas courant de te voir ici. Annelle, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très important, lui ai-je dit en m'asseyant devant son bureau. Je veux changer complètement mon testament. Ses sourcils se sont levés de surprise. Il s'est passé quelque chose avec Rebecca? Je lui ai tout raconté. Chaque mot blessant, chaque moment de mépris, la froideur avec laquelle elle m'avait souhaité la mort le jour de son anniversaire. Annelle m'a écouté en silence, son expression devenant de plus en plus grave à chaque détail. Julietta, a-t-il dit enfin, je suis vraiment désolée de ce que tu traverses. Je n'aurais jamais pensé que Rebecca était capable de quelque chose comme ça après tout ce que tu as fait pour elle. Moi non plus, ai-je soupiré. Mais j'ai pris ma décision. Je veux changer mon testament et tout léguer à une organisation caritative. Je veux aussi mettre en place un fonds fiduciaire pour mes petits-enfants. Mais Rebecca ne pourra pas y accéder avant qu'ils aient 25 ans. C'est faisable, a hoché Annelle en prenant des notes. Veux-tu aussi changer les bénéficiaires de ton assurance vie? Bien sûr, tout ce qui porte le nom de Rebecca, je veux le changer. Ma fille veut que je meure, mais quand je mourrai, elle ne recevra pas un centime de ma part. Nous avons passé 2 heures à revoir tous mes documents juridiques, ma police d'assurance vie de 100 000 $, mes économies, mon appartement, mes investissements. Tout ce qui avait été destiné à Rebecca irait désormais à la Fondation des orphelins, où j'avais fait du bénévolat pendant des années. Il y a autre chose, ai-je dit alors que nous finissions. Je veux que tu prépares tous les documents pour récupérer la maison où vit Rebecca. En tant que co-signataire de l'hypothèque, j'ai des droits, et son mari vient de reperdre son emploi. Les yeux d'Annelle se sont illuminés de compréhension. Je vois maintenant où tu veux en venir. Tu es sûre de vouloir aller aussi loin? Tout à fait sûre, ai-je répondu avec une détermination qui m'a surprise moi-même. Ma fille m'a dit que sa vie serait plus facile si je disparaissais. Eh bien, je vais disparaître. Mais d'abord, je vais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce que cela signifie de vivre sans moi et sans tout ce que j'ai fait pour elle. Quand je suis sortie du cabinet d'Annelle, il faisait déjà nuit. J'ai marché dans les rues de mon quartier en me sentant renouvelée, comme si je venais de me réveiller d'un très long rêve. Pendant 45 ans, j'avais vécu pour Rebecca. J'avais sacrifié mes propres rêves et désirs pour lui donner tout ce qu'elle voulait, mais plus maintenant. Je suis rentrée dans mon appartement et je me suis servi un verre de vin, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Porter un toast à moi-même était totalement nouveau, mais c'était incroyablement libérateur. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que j'avais enregistré des mois auparavant, mais que je n'avais jamais osé utiliser. Celui d'une agence de voyage spécialisée dans les retraités, qui proposait des forfaits pour vivre à l'étranger. Bonsoir, ici Julietta Johnson, ai-je dit quand on a répondu. J'ai vu votre promotion sur la vie en Suisse. Pourriez-vous m'envoyer toutes les informations? Bien sûr, Madame Johnson. La Suisse est une destination très populaire parmi nos clients. Nous avons plusieurs programmes, du séjour temporaire à la résidence permanente. De quel type d'informations avez-vous besoin? De tout, ai-je répondu sans hésiter. Je veux tout savoir sur la façon dont une personne de 72 ans peut commencer une nouvelle vie en Suisse. Après avoir raccroché, je suis restée à la fenêtre à regarder la ville où j'avais vécu toute ma vie. Bientôt, tout cela ne serait plus qu'un souvenir. Ma fille avait demandé ma disparition comme cadeau d'anniversaire, et j'allais la lui offrir de la manière la plus spectaculaire possible.
Ce que Rebecca ne savait pas, c'est que son souhait était sur le point de devenir son pire cauchemar. Les jours suivants furent des montagnes russes d'émotions et de préparatifs secrets. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange de douleur et de détermination qui me poussait à avancer dans mon plan. C'était comme si je sortais d'un long sommeil durant lequel je n'avais vécu que pour satisfaire ma fille, et que, enfin, je vivais pour moi. Le mercredi matin, mon téléphone a sonné. C'était Rebecca. Un instant, mon cœur s'est emballé, pensant qu'elle avait peut-être reconsidéré les choses, qu'elle allait s'excuser des mots terribles qu'elle avait prononcés. Comme j'étais encore naïve. Maman, a-t-elle dit de cette voix froide qu'elle avait adoptée dernièrement. J'ai besoin que tu me rendes service. Pas même un bonjour ou un comment ça va, elle est allée droit au but, comme si j'étais son assistante personnelle. De quoi as-tu besoin? Ai-je demandé, curieuse de voir jusqu'où irait son audace. Les jumeaux ont une présentation à l'école vendredi, et David et moi avons un dîner de travail important. Est-ce que tu pourrais les garder ce soir-là? L'ironie était délicieuse. La même femme qui avait souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire me demandait maintenant de garder ses enfants comme si de rien n'était, comme si j'étais une ressource disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne peux pas, ai-je répondu simplement. Comment ça, tu ne peux pas? A-t-elle demandé, sincèrement surprise. Manifestement, elle n'était pas habituée à m'entendre dire non. J'ai d'autres projets, ai-je menti avec un sourire qu'elle ne pouvait pas voir. Quel projet tu pourrais bien avoir? A-t-elle demandé avec ce ton condescendant qui me blessait profondément, comme si, à 72 ans, je n'avais pas le droit d'avoir une vie à moi. Des projets qui ne te regardent pas, ai-je répondu en gardant mon calme. Trouve une autre nounou. Mais maman, je ne peux pas trouver une nounou à si court préavis. Et puis, depuis quand tu me fais payer pour garder tes propres petits-enfants? Voilà, la manipulation émotionnelle qu'elle utilisait sur moi depuis des années. Mais cette fois, ça ne marcherait pas. Depuis que tu m'as dit que ton plus beau cadeau serait que je meure, ai-je répondu avec froideur. Si tu veux que je disparaisse de ta vie, je commence maintenant. Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil. Finalement, Rebecca a lâché un rire sarcastique. Sérieusement, tu vas me punir comme une gamine? A-t-elle dit. Je pensais qu'après quelques jours, le drame serait terminé. Ce n'est pas du drame, Rebecca, c'est le respect de ton souhait. Tu voulais que je disparaisse, alors c'est ce que je vais faire. Très bien, a-t-elle dit, agacée. Si tu veux être aussi puérile, c'est ton problème, mais ne viens pas pleurer plus tard quand tu seras seule. Elle a raccroché sans dire au revoir. Parfait. Chaque interaction confirmait que je prenais la bonne décision. Cet après-midi-là, je suis retournée à la banque, cette fois pour faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Retirer la majeure partie de mes économies en liquide. C'était 30 000 dollars que j'ai glissés dans une enveloppe et rangés dans mon coffre personnel, l'argent dont j'aurais besoin pour ma nouvelle vie en Suisse. J'ai aussi appelé l'agence de voyage et confirmé mon départ. Un vol pour Zurich le mardi suivant, avec la possibilité de prolonger mon séjour indéfiniment. Le coût initial était de 5 000 dollars, une somme que j'ai payée sans ciller. C'était l'investissement le plus coûteux et le plus intelligent que j'ai fait depuis des années. Le jeudi matin, j'ai reçu une visite inattendue. C'était ma voisine, Elvara, une femme de 68 ans qui habitait l'appartement d'à côté et avec qui j'avais noué une amitié au cours des 5 dernières années. Julieta, a-t-elle dit en s'asseyant dans mon salon avec une tasse de café. Tu as l'air différente ces jours-ci. Il s'est passé quelque chose? Elvara avait été le témoin silencieux de tous mes sacrifices pour Rebecca. Elle m'avait vu annuler des plans avec elle pour accourir dès que ma fille avait besoin de moi. Elle avait vu les sacs de nourriture chers que j'achetais pour les apporter à Rebecca pendant que je me contentais de soupe en conserve pour économiser. Je lui ai tout raconté, chaque détail douloureux de ce qui s'était passé le jour de l'anniversaire de Rebecca, ainsi que tous les plans que j'avais élaborés durant la semaine. « Mon Dieu, Julieta !» a murmuré Elvara, les yeux remplis de larmes. « Je n'arrive pas à croire que Rebecca ait pu te dire quelque chose d'aussi cruel, après tout ce que tu as fait pour elle. » Le pire,
ai-je expliqué, c'est qu'elle l'a dit comme si c'était la chose la plus normale du monde, comme si j'étais une nuisance dans sa vie qu'il fallait éliminer. Et tu vas vraiment partir en Suisse? Oui, ai-je répondu fermement. J'ai déjà acheté le billet, je pars mardi. Elvara m'a pris les mains avec douceur. Tu sais que tu as tout mon soutien, n'est-ce pas? Ce que Rebecca t'a fait est impardonnable. Il y a autre chose, ai-je ajouté en baissant la voix. Je vais avoir besoin de ton aide pour quelque chose de très important. Je lui ai expliqué tout mon plan, comment je voulais que Rebecca croie que j'étais vraiment morte, au moins pendant un certain temps. Elvara serait ma complice, la personne qui découvrirait mon appartement vide et ma lettre d'adieu. C'est brillant, a murmuré Elvara avec un sourire malicieux. Cette enfant ingrate va enfin comprendre ce que ça fait de te perdre. Tu veux que je t'aide? Bien sûr que je t'aiderai. En fait, je pense que c'est exactement ce dont Rebecca a besoin pour se réveiller. Cette nuit-là, j'ai travaillé sur la lettre la plus importante de ma vie, la lettre que Rebecca trouverait sur sa table et qui changerait tout pour toujours. J'ai écrit et réécrit chaque mot, m'assurant qu'il exprimait exactement ce que je voulais dire. Ma chère Rebecca, commençait la lettre, tu m'as demandé comme cadeau d'anniversaire de disparaître de ta vie, et j'ai décidé d'exaucer ton souhait. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin d'ici, en train de commencer la vie que j'aurais dû vivre il y a des années, au lieu de tout sacrifier pour toi. J'ai continué à écrire pendant des heures, détaillant chaque centime dépensé pour elle, chaque sacrifice, chaque occasion manquée à force d'être toujours disponible pour ses besoins. Mais ce n'était pas une lettre amère, c'était une lettre éducative. Je voulais qu'elle comprenne précisément ce qu'elle avait perdu. Avec cette lettre, tu trouveras tous les documents juridiques que j'ai signés cette semaine, ai-je poursuivi. Le changement de testament, l'annulation de ton assurance santé que je payais, la notification que, en tant que co-signataire de votre hypothèque, j'ai décidé d'exercer mes droits en raison de l'instabilité professionnelle de David, et l'annulation de tous les avantages financiers que tu recevais de moi. C'était une lettre de 23 pages qui détaillait minutieusement tout ce qui allait changer dans sa vie maintenant que j'avais disparu, comme elle le souhaitait. Ta vie sera beaucoup plus facile sans moi, se terminait la lettre. Mais elle sera aussi beaucoup plus chère. J'espère que ça en vaut la peine. Le vendredi soir, alors que je rangeais mes affaires les plus importantes dans 2 valises, j'ai reçu un appel de Rebecca. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 3 fois de plus, mais j'ai simplement laissé sonner. Je n'avais plus rien à lui dire. Le lendemain, samedi, David est apparu à ma porte. Il avait l'air épuisé et désespéré. « Julieta » a-t-il dit d'une voix suppliante. Rebecca m'a raconté ce qui s'est passé entre vous deux. Je sais que ce qu'elle a dit était mal, mais s'il te plaît, ne fais pas ça à notre famille. Faire quoi? Ai-je demandé, feignant l'innocence. Arrêter de nous aider, te retirer de nos vies comme ça. Les enfants ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Comme c'était intéressant. Quand Rebecca voulait se débarrasser de moi, j'étais une nuisance. Mais quand ils réalisaient tout ce que je faisais pour eux, soudain, ils avaient-tu besoin de moi. David, ai-je dit calmement, ta femme a été très claire avec moi. Ma présence dans sa vie est un fardeau qu'elle ne veut plus porter. Je ne fais que respecter ses souhaits. Mais Julieta, tu sais comment est Rebecca quand elle se met en colère. Elle ne le pensait pas. Ah, elle ne le pensait pas parce qu'elle semblait très convaincante quand elle a souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire. David a baissé la tête. Il n'avait aucun argument pour défendre l'indéfendable. « S'il te plaît, a-t-il insisté, laisse-moi une chance d'arranger ça. Je vais parler à Rebecca. Je vais lui faire comprendre à quel point elle a tort. » C'est trop tard pour ça, ai-je répondu en refermant lentement la porte. Fais un bisou à mes petits-enfants de ma part. Dimanche était mon dernier jour dans cette ville. J'ai passé la matinée à marcher dans les lieux qui avaient compté dans ma vie. L'hôpital où j'avais travaillé 40 ans, le parc où j'emmenais Rebecca enfant, l'église où j'avais épousé son père. C'était mon adieu silencieux à une vie vécue entièrement pour les autres. Le lundi, je commencerai une vie que je vivrai enfin pour moi. Le dimanche soir, je n'ai pas dormi. Pas à cause de la nervosité ou du regret,
mais à cause d'une émotion étrange que je n'avais pas ressentie depuis des décennies, l'anticipation d'une aventure. À 72 ans, j'étais sur le point de commencer la vie dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais osé vivre. À 5 heures du matin, le lundi, Elvara a frappé à ma porte comme convenu. Elle avait apporté du café frais et un sourire complice qui me remplissait d'énergie. Prête pour ta grande évasion? A-t-elle demandé en clignant de l'œil. Plus que prête, ai-je répondu en portant mes 2 valises jusqu'à la porte. Tu as les clés de secours de mon appartement? Les voilà, a-t-elle dit en montrant le trousseau que je lui avais donné la veille au soir. Et j'ai aussi la lettre pour Rebecca et tous les documents juridiques que tu vas laisser sur sa table. Nous avions tout planifié, avec minutie. Elvara attendrait mercredi pour aller chez Rebecca et déposer les documents, prétendant qu'elle avait trouvé mon appartement vide et s'était inquiétée de ma disparition. C'est elle qui annoncerait à Rebecca que j'étais partie pour toujours. N'oublie pas, ai-je dit en appelant un taxi, tu dois avoir l'air très inquiète. Dis-lui que je n'ai pas répondu au téléphone pendant 2 jours, que tu as frappé à ma porte sans réponse et que lorsque tu as utilisé les clés d'urgence, tu as trouvé l'appartement vide et la lettre sur sa table. Ne t'inquiète pas, Julieta, j'ai été professeure d'art dramatique pendant 30 ans. Ce sera la performance de ma vie, a dit Elvara avec un sourire malicieux. Le taxi est arrivé à l'heure, à 6 heures du matin. Pendant qu'ils chargèrent mes valises, j'ai jeté un dernier regard à mon appartement. J'y avais vécu 15 ans, mais, étrangement, je n'éprouvais aucune nostalgie. C'était comme si je me libérais enfin d'une prison que j'avais construite moi-même. À l'aéroport? A demandé le chauffeur. À l'aéroport, ai-je confirmé, et j'ai eu l'impression que ces 2 mots marquèrent le début de ma nouvelle existence. Durant les 40 minutes de trajet, j'ai pensé à tout ce que je laissais derrière moi. Mon bénévolat à l'hôpital, mes routines quotidiennes, l'inquiétude constante pour Rebecca et ses problèmes. Mais j'ai aussi pensé à tout ce qui m'attendait. La liberté de prendre mes propres décisions, de dépenser mon argent pour moi, de vivre sans le poids constant des exigences émotionnelles de ma fille. À l'aéroport, pendant que j'attendais mon vol, j'ai reçu 3 appels de Rebecca auxquels je n'ai pas répondu. Puis un message est arrivé. Maman, tu es ridicule. Les enfants demandent après toi. Appelle-moi. Je l'ai supprimé sans répondre. C'était fascinant de voir comment, maintenant que je n'étais plus disponible 24/7, elle avait soudain besoin de moi. Le vol pour Zurich a été long mais paisible. Pour la première fois depuis des années, personne ne savait où j'étais. Personne ne pouvait appeler pour demander des services, de l'argent ou du temps. C'était une sensation enivrante de liberté que je n'avais pas ressentie depuis avant de devenir mère. Pendant ces 12 heures de voyage, j'ai écrit dans mon journal tout ce qui s'était passé la semaine précédente. Chaque détail, chaque émotion, chaque décision qui m'avait menée jusque-là. Je voulais me souvenir de ce que cela faisait de me libérer d'une relation toxique, même lorsque cette relation était avec ma propre fille. Je suis arrivée à Zurich le mardi soir, heure locale. Un représentant de l'agence de voyage m'attendait à l'aéroport avec une pancarte à mon nom. C'était un jeune homme aimable nommé Klaus, qui parlait un anglais parfait. Madame Johnson, m'a-t-il salué avec un vrai sourire. Bienvenue en Suisse. J'espère que vous êtes prête pour une nouvelle aventure. Plus que prête, ai-je répondu. Et pour la première fois depuis des semaines, mon sourire était totalement authentique. Klaus m'a emmené dans un bel appartement meublé au centre de Zurich, loué pour un mois, pendant que je déciderais si je voulais rester définitivement. Il était petit mais chaleureux, avec des fenêtres donnant sur un joli parc et une vue partielle sur le lac. Voici toutes les informations sur la ville, a dit Klaus en me tendant un dossier épais. Des endroits où manger, des activités pour les personnes de votre âge, des cours d'allemand, des groupes sociaux. J'ai aussi prévu un rendez-vous pour vous demain après-midi avec un conseiller financier pour vous aider dans les démarches si vous décidez de rester de façon permanente. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Aucun téléphone susceptible de sonner, personne n'ayant besoin de quoi que ce soit de moi, aucune responsabilité autre que prendre soin de moi. Le mercredi matin, je me suis levée tôt et je suis sortie explorer la ville. J'ai pris le petit déjeuner dans un café charmant près du lac.
J'ai acheté des fleurs fraîches pour mon appartement temporaire. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai dépensé de l'argent pour quelque chose de totalement inutile. Un magnifique foulard en soie à 100 $. Je l'ai acheté simplement parce qu'il me plaisait, sans me soucier du prix ni de savoir si cet argent ne serait pas mieux utilisé pour les besoins de ma fille. En marchant dans les rues de Zurich, j'ai calculé mentalement combien j'avais dépensé pour Rebecca rien que durant les 5 dernières années. Entre les mensualités quand David était au chômage, l'appareil dentaire des jumeaux, les cadeaux constants, l'essence pour aller garder les enfants, la nourriture que j'apportais à chaque visite, cela représentait au moins 50 000 $. 50 000 $ que j'aurais pu utiliser pour voyager, vivre confortablement, réaliser les rêves que j'avais repoussés pendant des décennies. À la place, je les avais donnés à une fille pour qui mon amour était un fardeau et ma présence une nuisance. À 2 heures de l'après-midi, heure de Zurich, j'ai calculé qu'il devait être 8 heures du matin dans ma ville d'origine. Elvara se préparait à aller chez Rebecca pour lui remettre la lettre qui allait tout changer. Je me suis assise sur un banc au bord du lac et j'ai attendu. Je savais que, dans quelques heures, mon téléphone commencerait à sonner frénétiquement. Rebecca comprendrait enfin ce que cela signifiait de me perdre vraiment. À 5 heures de l'après-midi, mon téléphone a vibré. C'était Rebecca. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Immédiatement, ça a sonné de nouveau. Encore Rebecca. Cette fois, j'ai répondu. Maman, a-t-elle hurlé, la voix brisée. Où es-tu? Elvara est venue à la maison avec une lettre de toi. Elle a dit que tu avais disparu. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Rebecca. Ai-je répondu calmement, profitant du lac suisse en parlant. As-tu déjà lu la lettre? Oui, je l'ai lue. Tu es folle. Comment peux-tu nous faire ça? Où es-tu? Je suis exactement là où je dois être, ai-je répondu. Loin de toi, comme tu le voulais. Mais je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas que tu partes vraiment. J'étais juste en colère. Je ne le pensais pas. Voilà, la tactique habituelle de Rebecca, minimiser le mal qu'elle avait causé, me faire culpabiliser d'avoir réagi à sa cruauté. Tu ne le pensais pas quand tu m'as dit que ton plus grand souhait d'anniversaire était que je meure? Ai-je demandé, parce que tu avais l'air très convaincante. C'était juste... j'étais frustrée. David a perdu son travail encore une fois. Les enfants ont des problèmes à l'école. Je suis tellement stressée. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Tu as raison, tu n'aurais pas dû, mais c'est fait, et les mots ne se reprennent pas. Mais maman, s'il te plaît, reviens, on a besoin de toi, j'ai besoin de toi. Comme c'était intéressant. Maintenant, elle avait besoin de moi. Maintenant qu'elle avait lu la lettre sur tous les avantages financiers qu'elle perdait. Maintenant qu'elle savait qu'elle pouvait perdre la maison. Maintenant qu'elle comprenait qu'elle devrait payer sa propre assurance santé et trouver une garde pour les jumeaux. Tu as besoin de moi ou tu as besoin de mon argent? Ai-je demandé directement. Un long silence s'est installé. J'ai besoin de toi, a-t-elle finalement murmuré, mais sa voix n'était pas convaincante. Rebecca, pendant 45 ans, j'ai vécu pour toi. J'ai sacrifié mes rêves, mon argent, mon temps, mes opportunités. Et quand j'ai enfin eu besoin de sentir que tu m'aimais et que tu me valorisais, tu m'as dit que tu préférerais que je sois morte. Ces mots ont brisé mon cœur d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Désolée ne suffit pas, Rebecca. Le mal est fait. Et tu sais quoi? Peut-être que c'était la meilleure chose que tu pouvais me dire, parce que ça m'a enfin ouvert les yeux et m'a fait comprendre que je vivais ma vie de travers. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que, pour la première fois depuis des décennies, je vis pour moi, et c'est merveilleux. Où es-tu, maman? S'il te plaît, dis-le-moi, a supplié Rebecca, la voix étranglée par les larmes. Les enfants demandent leur grand-mère. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne viens plus les voir. C'était fascinant de voir comment, maintenant que je n'étais plus disponible, les petits-enfants me manquaient soudain. Pendant toutes ces années, quand j'annulais mes plans pour les garder, quand je leur achetais des cadeaux coûteux, quand je les emmenais au parc pendant que Rebecca faisait les magasins, c'était simplement ce qu'on attendait de moi. Mais maintenant que j'étais partie, mon absence se faisait sentir. Les enfants iront bien.
ai-je répondu en regardant les montagnes suisses au loin. Ils sont résilients. Ce qu'ils apprendront, c'est que les actes ont des conséquences et que des mots blessants peuvent détruire des relations pour toujours. Mais maman, s'il te plaît, tu ne peux pas disparaître comme ça. Et s'il t'arrive quelque chose? Et si tu tombes malade? Comment le saurons-nous? Maintenant, elle s'inquiétait de mon bien-être, comme c'était commode. Rebecca, ces 5 dernières années, j'ai eu 3 crises d'hypertension qui m'ont envoyée à l'hôpital. Tu sais combien de fois tu es venue me voir? Aucune. Tu avais toujours quelque chose de plus important à faire. Alors ne viens pas maintenant me parler de ma santé. Ce n'est pas vrai, a-t-elle protesté faiblement. Si, c'est vrai. La première fois que j'ai été hospitalisée, je t'ai appelé depuis les urgences. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas venir parce que tu avais un rendez-vous chez le coiffeur. La deuxième fois, c'était l'anniversaire de David et vous fêtiez ça. La troisième fois, tu n'as tout simplement pas répondu au téléphone. Le silence à l'autre bout du fil confirmait qu'elle se souvenait parfaitement de chaque occasion. Je... je pensais que ce n'était pas grave, a-t-elle murmuré. Bien sûr, parce que ma santé n'a jamais été une priorité pour toi. Mais mes chèques, oui. Ce n'est pas une question d'argent, a hurlé Rebecca. C'est toi, tu me manques, maman. Est-ce que je te manque ou est-ce que tu regrettes d'avoir quelqu'un de disponible 24/7 pour résoudre tes problèmes? J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Ça a sonné immédiatement, mais cette fois j'ai complètement éteint le téléphone. J'avais besoin de paix pour profiter de ma première nuit de liberté. Ce soir-là, je suis allée dîner seule dans un restaurant élégant au bord du lac. J'ai commandé le plat le plus cher du menu, un saumon au caviar à 80 $, et j'ai bu une bouteille entière de vin français. Cela faisait des années que je ne m'étais pas offert un tel luxe, en me disant toujours que cet argent pourrait être utile à Rebecca. Le lendemain, jeudi, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé 47 appels manqués et 23 messages, tous de Rebecca et de David. Les messages étaient repassés des supplications aux menaces. S'il te plaît, maman, réponds. Le premier disait: On est tellement inquiets. Le cinquième: Si tu ne réponds pas, on va appeler la police. Le dixième menaçait: On a déjà appelé la police. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire parce que tu as laissé une lettre expliquant ton départ. Le quinzième avouait: La banque nous a appelés. Tu as annulé le compte joint. Comment va-t-on payer les urgences? Le 20e disait: C'était magnifique de voir comment l'inquiétude pour mon bien-être s'était vite transformée en panique à propos des implications financières de mon absence. J'ai décidé de répondre à un seul message. Je vais bien. Je suis exactement là où je dois être. Ne me cherchez pas. La réponse est arrivée en moins de 5 minutes. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Tu vas nous ruiner. L'avocat du prêt immobilier nous a appelés. Il dit que tu peux prendre notre maison. Voilà, la vérité. Elle ne s'inquiétait pas que je souffre ou que je sois en danger. Elle s'inquiétait parce qu'elle venait enfin de comprendre les conséquences financières de me perdre. J'ai répondu: Maintenant tu comprends ce que ça vaut de m'avoir dans ta vie. Dommage que tu l'aies compris trop tard. Cet après-midi-là, j'ai eu mon rendez-vous avec le conseiller financier suisse. C'était un homme plus âgé, très professionnel, nommé Herr Meyer, qui m'a aidé à comprendre toutes mes options pour une résidence permanente en Suisse. Avec vos économies actuelles et votre pension américaine, a-t-il expliqué, vous pouvez vivre confortablement ici pour le reste de votre vie. La Suisse a d'excellents programmes de soins médicaux pour les retraités étrangers et la qualité de vie est exceptionnelle. Pour la première fois depuis des années, j'ai parlé ouvertement de mes finances sans penser à économiser pour les urgences de Rebecca. C'était libérateur de calculer mes dépenses en fonction de mes seuls besoins et désirs. Vous pouvez aussi investir une partie de vos économies dans l'économie suisse, a poursuivi Herr Meyer. Les rendements sont stables et sûrs. Dans 5 ans, vous pourriez doubler vos actifs si vous investissez judicieusement. Doubler mes actifs. Combien de fois avais-je eu cette opportunité? Mais j'avais préféré dépenser l'argent pour les caprices de ma fille. Y a-t-il autre chose que je devrais vous dire? A ajouté le conseiller. Nous avons beaucoup de clients dans des situations similaires à la vôtre, des personnes âgées venues en Suisse chercher un nouveau départ après des relations familiales compliquées. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience.
Cette information m'a profondément réconfortée. Je n'étais pas la seule mère manipulée et rejetée par des enfants ingrats. Il existait toute une communauté de personnes qui avaient choisi leur propre bonheur plutôt que les exigences toxiques de leur famille. Le vendredi matin, j'ai rejoint un groupe de randonnée pour seniors. Il y avait 8 femmes et 4 hommes, tous entre 60 et 75 ans, tous en quête d'aventure et de nouvelles expériences. Pendant le trajet en bus, j'ai entamé une conversation avec une femme nommée Ingrid, une Allemande de 71 ans, arrivée en Suisse 2 ans plus tôt. Qu'est-ce qui vous a amené ici m'a-t-elle demandé, tandis que nous admirions le paysage par la fenêtre. Une fille qui m'a dit que son plus grand souhait d'anniversaire était que je meure, ai-je répondu sans filtre. Je n'avais plus l'énergie d'édulcorer la réalité. Ingrid m'a regardé avec de grands yeux. Sérieusement? Très sérieusement. Après avoir financé sa maison, avoir pratiquement élevé ses enfants et sacrifié ma retraite pour ses besoins, elle m'a dit que ma présence dans sa vie était un fardeau insupportable. Mon Dieu! A murmuré Ingrid. Et qu'avez-vous fait? J'ai disparu de sa vie et me voilà. Ingrid a souri avec admiration. Vous êtes très courageuse. Il m'a fallu 5 ans pour prendre la décision de m'éloigner de ma famille toxique. Mon fils et ma belle-fille me traitaient comme un distributeur de billets sur pattes. Toute la journée, Ingrid et moi avons partagé nos histoires. Elle était venue en Suisse après avoir réalisé que ses enfants adultes ne la contactaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent pour leurs vacances, leur nouvelle voiture ou leurs caprices. Quand elle avait décidé de poser des limites, ils l'avaient accusée d'être une mère égoïste et l'avaient menacée de ne plus la laisser voir ses petits-enfants. Les premiers mois ont été difficiles, a confié Ingrid pendant que nous traversions une ville médiévale. La culpabilité me dévorait. Je pensais peut-être être vraiment égoïste, qu'une bonne mère devait toujours se sacrifier pour ses enfants. Et qu'est-ce qui a changé votre perspective? Ai-je demandé. J'ai compris que mes enfants ne se demandaient jamais si j'étais heureuse, si j'avais assez d'argent pour mes propres besoins, ou si mes sacrifices constants me faisaient du mal. Ils ne se souciaient que de ce que je pouvais leur donner. Ce n'est pas de l'amour, Julieta, c'est de l'exploitation. Ces mots ont résonné profondément dans mon cœur. Pendant des décennies, j'avais confondu la manipulation émotionnelle avec l'amour filial, les exigences constantes avec un besoin véritable. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai décidé de rallumer mon téléphone pour la dernière fois avant plusieurs jours. J'avais 62 appels manqués et 47 messages. La plupart venèrent de Rebecca et David, mais il y en avait aussi de numéros inconnus. J'ai lu les messages dans l'ordre chronologique, observant l'évolution de la panique de ma fille. Les premiers étaient encore émotionnels. « S'il te plaît, maman, reviens, on a besoin de toi, les enfants pleurent pour toi. » Puis ils sont devenus progressivement plus désespérés et plus financiers. La banque nous a appelés pour un rendez-vous vendredi. Ils disent qu'en tant que co-signataire, tu as le droit de réclamer la maison. Ils ne peuvent pas nous enlever notre maison pour un malentendu. Au 5e jour, les messages étaient devenus agressifs. C'est ridicule, maman. Tu détruis nos vies pour un caprice. Agis comme une adulte et reviens. Et enfin, désespéré. J'ai appelé tous les hôpitaux, la police, tes amis. Personne ne sait où tu es. S'il t'arrive quelque chose, ce sera de ma faute. Dis-moi juste que tu vas bien. C'était fascinant de constater qu'à aucun moment, Rebecca ne s'excusait sincèrement de m'avoir souhaité la mort. À aucun moment, elle ne reconnaissait la cruauté de ses mots, ni n'exprimait un vrai remords. Tout tournait autour des conséquences négatives que mon absence avait pour elle. J'ai décidé de répondre un dernier message. Je vais parfaitement bien et je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Ce que tu vis maintenant est la conséquence naturelle de tes actes. J'espère que cette expérience t'aidera à comprendre la valeur des gens que tu aimes avant qu'il ne soit trop tard avec d'autres dans ta vie. La réponse est arrivée immédiatement. S'il te plaît, maman, on peut arranger ça. Je promets que je ne dirai plus jamais des choses horribles. Reviens. J'ai écrit ma réponse finale. Les promesses vides ne réparent pas les cœurs brisés. Rebecca, les mots que tu m'as dits ont révélé ce que tu penses vraiment de moi. Tu ne peux pas reprendre cette vérité avec des promesses désespérées.
Après avoir envoyé ce message, j'ai bloqué son numéro et tous les numéros associés à David. J'ai aussi bloqué les numéros inconnus qui m'appelaient. Il était temps de fermer ce chapitre pour de bon. Le lundi matin, j'ai revu Air Meyer pour signer les papiers qui me permettraient de résider définitivement en Suisse. J'ai aussi pris des dispositions pour transférer ma pension américaine de manière permanente et commencer la procédure de vente de mon appartement dans ma ville d'origine. Vous êtes sûr de vouloir rendre cela permanent? M'a demandé Air Meyer. C'est une très grande décision. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Ai-je répondu en signant chaque document d'une main ferme. Pour la première fois depuis des décennies, je prends des décisions en fonction de mon bonheur à moi, pas des exigences des autres. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'Elvara, ma chère voisine et complice. Sa voix était excitée. Julieta, tu dois entendre ça, a-t-elle dit. Rebecca est venue chez moi hier en pleurant hystériquement. Elle m'a supplié de te dire de revenir, que c'était un terrible malentendu. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ai-je demandé. Je lui ai dit la vérité. Ce qu'elle t'a dit est impardonnable, et si j'étais à ta place, j'aurais disparu pour toujours moi aussi. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a réalisé que même ses voisins savaient à quel point elle avait été cruelle avec toi. Elle a parlé des problèmes financiers? Ai-je demandé, curieuse. Oh oui, elle m'a dit que sans ton aide, ils ne peuvent pas payer l'hypothèque, que la banque leur met la pression, que David n'arrive pas à trouver un emploi stable et que les enfants ont besoin de choses pour l'école qu'ils ne peuvent pas se permettre. En gros, elle a compris tout ce que tu faisais pour eux quand elle l'a perdu. C'était exactement ce que j'avais prévu. Elle ne me regrettait pas en tant que personne. Elle regrettait ma fonction de pourvoyeuse financière et de résolveuse de problèmes. Elvara, lui ai-je dit, quand quelqu'un demande de mes nouvelles, surtout Rebecca, je veux que tu lui dises que je suis morte pour elle, parce que d'une certaine façon c'est vrai. La Julieta qui se sacrifiait constamment pour une fille ingrate est vraiment morte le jour de son anniversaire. Je comprends parfaitement, a répondu Elvara. Et tu sais quoi? Je pense que c'est la meilleure mort que tu aurais pu choisir. 3 semaines après mon arrivée en Suisse, ma nouvelle vie avait pris forme de façon que je n'aurais jamais imaginée. Je m'étais inscrite à des cours d'allemand 3 fois par semaine. J'avais commencé un cours d'aquarelle les mardis et jeudis et rejoint un club de lecture pour expatriés qui se réunissait le dimanche. Pour la première fois depuis des décennies, mon agenda était rempli d'activités que j'avais choisies. Des activités qui me procuraient du plaisir et de la croissance personnelle. Mais le plus surprenant, c'était l'argent. Sans les demandes financières constantes de Rebecca, mes économies non seulement restaient stables, mais elles augmentaient. Les investissements que j'avais faits avec Hair Meyer affichaient déjà des rendements positifs et pour la première fois, je pouvais calculer mon avenir financier en fonction de mes seuls besoins. Ce jeudi matin-là, alors que je prenais le petit déjeuner dans mon café préféré au bord du lac, j'ai reçu un appel d'un numéro international que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Madame Julieta Johnson? A demandé une voix féminine avec un accent américain. Oui, c'est moi. Qui appelle? Je m'appelle Sarah Williams. Je suis assistante sociale au service des affaires familiales dans votre ville d'origine. Je vous appelle parce que nous avons reçu un signalement concernant votre bien-être. Mon sang s'est glacé. Un signalement? Quel genre? Votre fille, Rebecca Johnson, a déposé une plainte alléguant que vous pourriez souffrir de démence ou de déclin cognitif et que vous avez pris des décisions financières et personnelles qui vous mettent en danger. Selon elle, vous avez disparu soudainement et vivez à l'étranger dans des conditions précaires. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Rebecca était allée jusqu'à impliquer les services d'arbres sociaux, inventant une maladie mentale pour invalider mes décisions et forcer mon retour. Madame Williams, ai-je répondu d'une voix ferme, je ne souffre ni de démence ni de déclin cognitif. Je vis en Suisse de mon plein gré, dans un appartement confortable, avec d'excellents soins médicaux, et je suis en parfaite santé mentale. Les accusations de ma fille sont totalement fausses. Je comprends votre position, Madame Johnson, mais nous devons vérifier votre situation.
Serait-il possible de coordonner une évaluation médicale et psychologique via le consulat américain en Suisse? Bien sûr, ai-je répondu sans hésiter. Je suis prête à passer toute évaluation qui prouvera que je suis en parfaite santé mentale et que mes décisions ont été prises en toute lucidité. Après avoir coordonné les détails de l'évaluation, j'ai raccroché, ressentant un mélange de rage et d'incrédulité. Rebecca avait franchi une ligne sans retour. Non seulement elle avait souhaité ma mort, mais maintenant elle essayait de détruire ma crédibilité mentale pour reprendre le contrôle sur mon argent et ma vie. J'ai immédiatement appelé mon avocat, Annelle, dans ma ville d'origine. Julietta, m'a-t-il salué avec inquiétude. Je suis heureux d'entendre ta voix. J'ai eu une semaine très intéressante avec ta fille. J'imagine, ai-je dit. Je viens de parler aux services sociaux. Rebecca m'accuse d'avoir de la démence. Ce n'est pas tout, a soupiré Annelle. Elle a aussi engagé un autre avocat pour tenter de contester tous les changements juridiques que tu as faits avant de partir. Elle prétend que tu n'étais pas dans ton état normal quand tu les as signés. Elle peut faire ça. Elle peut essayer, mais elle n'a pas de base juridique solide. J'ai des enregistrements de toutes nos conversations où tu démontres une lucidité totale. De plus, le fait que tu aies planifié ton départ avec minutie et que tu vives de façon autonome en Suisse contredit toute allégation de déclin cognitif. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle avait essayé d'accéder à tes comptes bancaires en prétendant s'inquiéter pour ton bien-être. Elle a aussi voulu stopper la procédure de récupération de la maison, mais comme tout est légalement étayé et qu'elle-même a signé les documents où elle reconnaît que David a reperdu son emploi, elle n'a aucun argument valable. C'était incroyable jusqu'où Rebecca était prête à aller pour récupérer les avantages financiers qu'elle avait perdus. Annelle, je veux que tu prépares une plainte en diffamation contre ma fille. Ces fausses allégations sur mon état mental pourraient affecter ma réputation et mes droits légaux. Avec plaisir, a répondu Annelle avec satisfaction. Après avoir vu comment elle t'a traité, je pense qu'il est temps qu'elle fasse face aux conséquences juridiques de ses actes. 2 jours plus tard, je me suis rendue au consulat américain à Zurich pour les évaluations médicales et psychologiques. Le médecin américain qui m'a examinée était un homme âgé et expérimenté qui a immédiatement compris la situation. Madame Johnson, m'a-t-il dit après une évaluation exhaustive de 3 heures, non seulement vous êtes en parfaite santé mentale, mais les décisions que vous avez prises démontrent une lucidité et un courage admirables. Votre fille essaie clairement de manipuler le système juridique pour récupérer des avantages financiers. Cela sera officiellement consigné. Absolument. J'enverrai un rapport détaillé aux services sociaux expliquant que ces accusations sont infondées et que vous vivez en Suisse de façon indépendante et en bonne santé. Le même après-midi, j'ai reçu un appel de l'assistante sociale. Madame Johnson, nous avons reçu le rapport médical du consulat. Il est clair que les allégations de votre fille sont sans fondement. Nous allons clôturer le dossier et notifier Rebecca que ses plaintes étaient infondées. Merci, ai-je répondu. Est-ce que cela figurera dans un dossier quelconque? Oui, il sera noté qu'elle a déposé un signalement mensonger concernant le bien-être d'un membre de sa famille, ce qui pourrait avoir des implications juridiques si cela se répète. Parfait. Non seulement Rebecca avait échoué à invalider mes décisions, mais elle avait désormais une trace officielle de plainte mensongère. Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je remettais à plus tard. Écrire une lettre ouverte relatant toute mon expérience, non pas pour Rebecca, mais pour d'autres mères qui pourraient vivre des situations similaires de manipulation et de violence émotionnelle de la part d'enfants adultes. J'ai écrit pendant 4 heures, décrivant chaque sacrifice, chaque manipulation, chaque étape qui m'avait permis de récupérer ma dignité et ma vie. C'était une lettre de 20 pages que j'ai intitulée Quand l'amour d'une mère devient autodestruction, mon histoire de libération à 72 ans. J'ai décidé de l'envoyer à un blog en ligne que j'avais découvert, spécialisé dans les récits de femmes âgées ayant trouvé le courage de changer radicalement leur vie. Une semaine plus tard, j'ai reçu une réponse enthousiaste de la rédactrice. Julietta, a-t-elle écrit, votre histoire est puissante et inspirante.
Nous avons reçu des centaines de commentaires de femmes qui s'identifient complètement à votre expérience. Seriez-vous disposé à participer à une interview vidéo pour notre chaîne YouTube? J'ai accepté immédiatement. Il était temps d'utiliser mon expérience pour aider d'autres femmes piégées dans des dynamiques familiales toxiques. L'interview a été publiée 2 semaines plus tard et est rapidement devenue virale. Des milliers de femmes ont partagé des histoires similaires d'enfants adultes qui les manipulaient émotionnellement et les exploitaient financièrement. Les commentaires étaient un catalogue de douleurs et de reconnaissance. Mon fils de 40 ans vit dans ma maison, ne paie pas de loyer et me crie dessus quand je lui demande de chercher du travail, écrivait une femme. Ma fille ne m'appelle que quand elle a besoin d'argent pour ses vacances, mais elle n'a jamais le temps de venir me voir quand je suis malade, partageait une autre. Je pensais être la seule mère à me sentir utilisée par mes propres enfants, avouait une troisième. Mais le plus marquant est arrivé 1 semaine après la publication de l'interview. J'ai reçu un email d'une adresse que j'ai reconnue immédiatement. C'était David, mon ex-gendre. Julietta, écrivait-il, j'ai vu votre interview sur YouTube. Je dois vous dire que je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que Rebecca vous a dit est impardonnable, et la façon dont elle vous a traité pendant des années est inacceptable. J'ai moi-même été témoin de la manière dont elle vous manipule et vous utilise, mais je n'ai jamais eu le courage de la confronter parce que nous dépendions tellement de votre aide financière. Il continuait. Je veux aussi vous dire que les enfants vous manquent beaucoup et ne comprennent pas pourquoi vous ne venez plus les voir. Rebecca leur a dit que vous êtes malade et que vous ne pouvez pas venir, mais je pense qu'ils méritent de connaître la vérité quand ils seront plus grands. L'email se terminait ainsi. Je sais qu'il est probablement trop tard pour des excuses, mais je voulais que vous sachiez qu'au moins une personne dans cette famille reconnaît à quel point nous vous avons maltraité et combien vous vous êtes sacrifié pour nous. J'espère que vous êtes heureuse dans votre nouvelle vie. J'ai relu cet email 3 fois avant de décider quoi répondre. Finalement, j'ai écrit David, j'apprécie votre honnêteté, mais des excuses après coup ne changent pas les dégâts causés. J'espère que cette expérience vous aidera à être un meilleur mari et un meilleur père, et que vous apprendrez à vos enfants à valoriser les personnes qui les aiment avant qu'il ne soit trop tard. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait publiquement l'abus que j'avais subi. Cela n'a pas changé ma décision de rester éloignée, mais cela m'a apporté une validation dont j'avais eu besoin pendant des années. Ma nouvelle vie en Suisse s'épanouissait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'avais de vrais amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. J'avais des loisirs et des passions que j'avais redécouverts. J'avais la paix intérieure et la stabilité financière. Et surtout, j'avais la dignité. 6 mois après mon arrivée en Suisse, ma vie avait pris une forme que je n'aurais jamais cru possible. C'était un matin de printemps parfait quand j'ai reçu un appel qui allait tout changer encore une fois. C'était Elvara, ma chère voisine et complice. Julietta, a-t-elle dit d'une voix excitée, tu dois entendre ça. Rebecca a perdu la maison. Mon cœur s'est arrêté un instant. Malgré tout, une part de moi s'inquiétait encore du bien-être de mes petits-enfants. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ai-je demandé. La banque a saisi l'hypothèque la semaine dernière. David n'a pas réussi à trouver un emploi stable. Ils ont accumulé du retard, et comme tu es co-signataire et que tu exerces tes droits, la banque a procédé à la saisie. Rebecca est venue chez moi hier en pleurant hystériquement. Et les enfants? Ils vont bien, ils ont déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. David a finalement trouvé un travail dans une usine, payé beaucoup moins qu'avant, mais au moins c'est stable. Rebecca a dû retourner travailler aussi. J'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. Je ne me réjouissais pas de leur souffrance, mais j'éprouvais une profonde satisfaction de justice. Pour la première fois de leur vie, Rebecca et David subissaient-ils les conséquences réelles de leurs décisions sans qu'on vienne les sauver. Il y a autre chose, a ajouté Elvara. Rebecca m'a demandé si je savais comment te contacter. Elle dit qu'elle veut s'excuser sincèrement, qu'elle comprend enfin tout ce qu'elle a perdu en te perdant. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ai-je demandé.
Je lui ai dit que certaines blessures sont trop profondes pour guérir et que certains maux ne peuvent jamais être repris. Je lui ai aussi dit que tu t'épanouis dans ta nouvelle vie et qu'il vaut probablement mieux pour vous deux qu'elle n'essaie pas de te contacter. Elvara avait raison. En 6 mois, j'avais construit une paix intérieure que je ne voulais pas risquer pour des promesses vides d'une fille qui avait montré encore et encore qu'elle ne me valorisait que lorsqu'elle avait besoin de moi. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu de mon avocat, Annelle. Julietta, j'ai des nouvelles intéressantes, m'a-t-il dit. La maison de Rebecca a finalement été vendue par la banque, et comme tu étais co-signataire, tu as le droit de récupérer ton investissement initial de 150 000 $, plus les intérêts accumulés. Ça fait combien au total? 185 000. La banque a déjà approuvé le transfert. L'argent sera sur ton compte suisse la semaine prochaine. C'était incroyable. Non seulement j'avais récupéré mon investissement initial, mais j'avais gagné 35 000 de plus. De l'argent qui aurait été perdu à jamais si j'avais continué à être la mère éternellement sacrificielle. Et il y a autre chose, a continué Annelle. Ton appartement dans ta ville d'origine s'est enfin vendu. Après les commissions et les frais, le montant net est de 95 000 $. Au total, je récupérais presque 300 000 $ d'actifs que je croyais perdus. Avec mes économies existantes et les investissements que j'avais faits en Suisse, ma valeur nette dépassait désormais 500 000 $. À 72 ans, j'étais plus riche que je ne l'avais jamais été de ma vie. Ce soir-là, j'ai célébré dans mon restaurant préféré au bord du lac. J'ai commandé du champagne français et j'ai porté un toast à la femme courageuse qui avait eu le courage de recommencer quand tout semblait perdu. En dînant, j'ai repensé à tout le parcours. J'avais commencé ce voyage comme une mère brisée et humiliée, dévastée par les mots cruels d'une fille ingrate. Mais maintenant, j'étais une femme indépendante, financièrement stable, entourée d'amis sincères, et je vivais enfin la vie dont j'avais toujours rêvé. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'envisageais depuis des semaines, écrire un livre entier sur mon expérience. Pas seulement mon histoire, mais un guide pratique pour les femmes âgées piégées dans des relations familiales toxiques. J'ai contacté un éditeur suisse spécialisé dans le développement personnel. La directrice éditoriale, une femme nommée Breitsch Gitt, a été immédiatement intéressée. Julietta, m'a-t-elle dit lors de notre rencontre, votre histoire touche un sujet qui concerne des millions de femmes, mais dont on parle rarement ouvertement. La violence émotionnelle exercée par des enfants adultes est un problème épidémique qui doit être exposé. J'ai passé les 3 mois suivants à écrire. Quand l'amour fait mal, se libérer de la violence émotionnelle familiale après 70 ans. Le livre relatait non seulement mon vécu, mais aussi des stratégies pratiques pour reconnaître la manipulation, poser des limites saines et trouver le courage de prioriser son propre bien-être. Le livre a été publié 8 mois plus tard et est devenu un best-seller dans plusieurs pays européens. Les lettres que j'ai reçues de lectrices étaient incroyables. Des femmes du monde entier m'écrivaient pour me dire comment mon histoire leur avait donné le courage d'apporter des changements radicaux à leur propre vie. J'ai lu votre livre et j'ai enfin compris que je ne suis pas une mauvaise mère parce que je refuse de continuer à financer l'irresponsabilité de mon fils de 35 ans, a écrit Maria, d'Espagne. Votre histoire m'a aidé à comprendre que le véritable amour n'exige pas l'autodestruction, m'a écrit Carmen, du Mexique. Après avoir lu votre livre, j'ai vendu ma grande maison et j'ai déménagé dans un petit appartement que je peux me permettre sans dépendre de l'aide de mes enfants. Pour la première fois depuis des années, je dors en paix, a partagé Rosa d'Argentine. Mais la lettre qui m'a le plus émue est arrivée 1 an après la publication du livre. Elle venait d'une jeune mère nommée Andrea. « Madame Johnson, écrivait-elle, j'ai 30 ans et j'ai une mère de 65 ans qui a sacrifié toute sa vie pour moi et mes frères et sœurs. Après avoir lu votre livre, j'ai réalisé que nous la traitons exactement comme Rebecca vous traitait. Votre histoire m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre que je reproduisais un schéma toxique qui pourrait détruire ma relation avec ma mère pour toujours. Hier, j'ai appelé ma maman
et je me suis excusée pour toutes ces années à la tenir pour acquise. Je lui ai aussi dit que je voulais l'aider à réaliser ses propres rêves au lieu d'attendre qu'elle soit toujours disponible pour les miens. Merci de m'avoir aidé à comprendre cela avant qu'il ne soit trop tard. Cette lettre m'a fait pleurer de joie. Ma douleur avait servi à empêcher d'autres familles de subir la même destruction. 2 ans après mon arrivée en Suisse, j'ai reçu une lettre papier dans ma boîte aux lettres. L'écriture sur l'enveloppe m'était familière, mais je n'arrivais pas à la replacer immédiatement. Quand je l'ai ouverte, mon cœur s'est arrêté. Elle venait de mes petits-enfants, désormais âgés de 12 ans. Chère mamie Julietta, écrivait-il d'une écriture d'enfant. Papa nous a dit la vérité sur la raison pour laquelle tu es partie. Il nous a dit que maman t'a dit des choses très méchantes et que c'est pour ça que tu as décidé de commencer une nouvelle vie loin de nous. Nous voulons que tu saches que tu nous manques beaucoup et que nous comprenons pourquoi tu es partie. Nous voulons aussi te dire que nous sommes fiers de toi parce que tu as été si courageuse. Quand nous serons plus grands, nous aimerions te rendre visite en Suisse si tu le veux. Nous t'aimons, mamie. La lettre était signée par les 2 jumeaux. Elle était accompagnée de dessins où ils m'avaient représentée vivant heureuse dans les montagnes suisses. J'ai pleuré pendant 1 heure après l'avoir lue. Non pas de tristesse, mais parce que je comprenais que mon choix de préserver ma dignité avait été le bon, même s'il m'avait éloigné de personnes que j'aimais. J'ai décidé de leur répondre. Mes très chers petits-enfants, ai-je écrit. Vos mots sont le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis des années. Je vous aime profondément et je vous aimerai toujours, quelle que soit la distance. Quand vous serez plus grand et que vous pourrez prendre vos propres décisions, les portes de mon cœur et de ma maison vous seront toujours ouvertes. En attendant, je veux que vous sachiez que votre mamie vit une vie pleine et heureuse, entourée de beauté et de paix. Gardez l'amour que vous ressentez pour moi, mais apprenez aussi de cette expérience. Les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire. Et les relations se fondent sur le respect mutuel, pas sur un sacrifice à sens unique. Je vous aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, 3 ans après cet anniversaire terrible qui a changé ma vie pour toujours, je suis assise sur mon balcon à Zurich, regardant les montagnes pendant que j'écris les dernières lignes de mon histoire. J'ai 75 ans, un patrimoine de plus de 600 000 dollars, un livre best-seller, de chers amis partout dans le monde et une paix intérieure que je n'aurais jamais cru retrouver. Rebecca m'a demandé, comme cadeau d'anniversaire, de disparaître de sa vie. Je lui ai accordé ce souhait de la manière la plus spectaculaire possible. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'en me perdant, elle avait perdu non seulement une mère qui l'aimait inconditionnellement, mais aussi la personne qui avait maintenu son monde financier stable pendant des décennies. Ma disparition a été mon cadeau pour elle. Ma nouvelle vie a été mon cadeau pour moi, et cela valait chaque larme, chaque sacrifice et chaque moment de douleur qui m'ont mené jusqu'ici. Parce que parfois, la seule façon de se sauver, c'est d'avoir le courage de se perdre complètement pour renaître en la personne qu'on a toujours été destiné à devenir. Avez-vous aimé mon histoire, et depuis quelle ville m'écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.